Allez, bonsoir à tous, bienvenue. J'espère que vous êtes en pleine forme. Ce soir, ce mercredi, je suis très ravi de vous retrouver pour cette émission. On ne s'est pas tout dit tous les soirs, 18h, 19h. On est en direct, bien évidemment, dans cette émission bien zéro filtre. On se dit tout et j'ai l'honneur ce soir d'accueillir une grande personne, un grand disque jockey, quelqu'un que j'ai été très content quand il m'a dit, bah écoute, ouais, pourquoi pas, je viens avec grand plaisir. Et bien, c'est DJ Victor Nova. Je vous demande d'accueillir avec nous ce soir dans l'émission. On ne s'est pas tout dit. Bonsoir, Victor. Bonsoir Slim et bonsoir à tous. Comment ça va, Victor? Ça va, le confinement, on espère, touche à sa fin, mais c'est peut-être pas évident encore d'en parler, mais bon, ça tient avec ses bons et ses mauvais côtés, mais ça va. Exactement. Tout se passe bien pour toi, le confinement, depuis le 13 mars, depuis le 16 mars, je crois. Tout s'est bien passé. Ça n'a pas été trop difficile? Difficilement parce que moi, pour ma part, je suis pas très, je suis pas tout à fait à la même enseigne que des personnes qui peuvent aller au bureau ou dans d'autres métiers conventionnels, on va dire, de journée. Mais moi, ça m'a pas trop changé parce que la journée, je le passe à garder mes enfants qui sont en bas âge et à faire un peu de musique à la maison, un peu de jardinage, un peu de bricolage. Ouais. Donc ça m'a changé le fait que effectivement il faut se réorganiser avec toute la famille, etc. Donc c'est pas tout le temps évident. D'accord, on va en parler parce que je sais que voilà, hormis le fait que tu es un grand disque jockey et que aussi tu fais transmettre cette passion à l'école des disques jockeys, hein, qu'on citera, c'est l'UCPA. On va en parler dans un instant. Je sais que tu es très famille, on va reparler également, mais tout d'abord, j'aimerais que tu te présentes pour ceux et celles qui te connaissent pas. Il y en a qui te connaissent parce qu'il y a beaucoup de gens qui débarquent sur le chat. Hein. On salue, il y a Flo, il y a Kevin, il y a Anne, il y a Charlotte qui commencent à débarquer. Est-ce que tu peux te présenter? C'est la carte d'identité de l'émission. Présente-toi, parle-nous de tes débuts, et etc., etc. Je m'appelle donc Nicolas Victor. Donc Nova est un. Comment t'es venu de t'appeler Victor Nova? Je veux dire, En fait, c'est arrivé au milieu des années 90, quand on commençait à avoir les premiers DJ qui commençaient à être un peu connus avec des noms. Et puis bon, ça a commencé avec la période où on nous disait si t'es DJ, il faut avoir un nom de scène et tout, etc. Donc c'était pas super évident d'un coup comme ça de se dire merde, je vais être schizo, je vais changer de nom. Et en fait, non, je me suis fait appeler pendant 2-3 ans DJ Nova parce que j'étais fan des BD, des Nova, avec les Strange, les Marvel, tout ça. Et en fait, Victor, parce que quand on avait monté le Yes, donc ça arrivait plus tard, puis c'était 2007, j'ai pris mon début de prénom pour faire un nom complet, voilà. Après, j'ai pas voulu tout éliminer par rapport au passé que j'avais, par rapport à ces 10 ou 15 ans d'expérience que j'avais sous le nom de Nova. Et donc, du coup, j'ai rajouté Victor, qui est mon deuxième prénom. Et puis voilà, bon, ça l'a fait, puis on est parti avec ça. Donc voilà, pour la carte d'identité, je reviens dessus, j'ai 47 ans, je vais sur mes 48. J'ai démarré la nuit officiellement en tant que professionnel, c'est-à-dire avoir une vraie fiche de paye, travailler pour quelqu'un officiellement, en 1996. Sinon, je fais danser les gens depuis 1990. Et en 96, c'était où exactement? Est-ce que tu peux nous dire où tu as débuté exactement? Bien sûr, j'ai commencé à Lyon, parce que je suis natif aussi de Lyon. Je suis né à Lyon 4e, comme beaucoup de Lyonnais. Et je suis donc, j'ai commencé au Ménestrel sur le quai de Saône. Ménestrel, d'accord. Ça a été mon premier club. J'ai commencé là-bas en mars 1996. Avec Michel, c'est ça? Non, alors Michel a vu la Libye. Donc j'ai commencé avec mon premier, et qui a été l'un des meilleurs patrons que j'ai eu dans toute ma carrière, qui est un homme extraordinaire. J'ai oublié son nom. Ça va me revenir dans très peu de secondes, mais il avait moitié-moitié à la Libye, avec Michel d'ailleurs. Ils étaient copropriétaires de la Libye en même temps. C'est des petits messages qui passent en direct, Victor. Donc, le petit bonsoir de Jackie. C'était Jackie Bellemin. Jackie Bellemin, d'accord. Voilà. Donc, un homme extraordinaire qui, du coup, était parti après coup, il a tout vendu. Et puis, qui est parti au début des années
fin des années 90, il a laissé tomber la nuit en France. Et il avait acheté des plantations de cacao en Thaïlande. Et donc, du coup, il est parti là-bas. Il s'est installé là-bas. Bon, bah, depuis, on n'a plus de nouvelles. Hein, et puis, ouais, forcément. C'est un homme extraordinaire. D'accord. Donc voilà, ça a été les premiers pas en tant que DJ pro, officiellement, puisque j'ai fait quasi beaucoup de soirées privées et de mariages sous une sonomobile de 90 à 95, jusqu'à ce que je commence la nuit officiellement en 96 au Ménestrel. D'accord. Ensuite, après le Ménestrel, qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que tu as été. C'est un peu comme dans les castings dans le football et dans les sports. Est-ce que quelqu'un est venu te chercher et t'a dit voilà, je te propose de venir travailler chez moi? Comment ça s'est passé alors? Le plus simplement du monde, comme tu l'as dit pour les sportifs, c'est-à-dire que j'ai une personne qui est venue me voir au Ménestrel et qui m'a dit voilà, je vais avoir besoin d'un DJ, est-ce que ça peut t'intéresser? Si ça t'intéresse, passe me voir au club et puis on en discute. Donc ça s'est fait, on va dire, dans les règles de l'art, puisque je suis quelqu'un d'assez droit dans le respect des personnes et des protocoles. Donc du coup, j'ai pesé le pour et le contre, j'ai réfléchi. Et puis du coup, ensuite, une fois que j'avais pris ma décision, j'ai donné ma démission avec le mois ou 2 mois de préavis que j'avais fait avant d'aller donc au Paradiso pour travailler pour Alain Carelli à l'époque. Puisque l'idée c'était que Alain Carelli avait acheté le Dollar One et avait transféré son budget qui était Luigi au nouveau club qu'il avait monté, qui à l'époque avait appelé ça le Bus Palladium. Bon, après il a changé de nom, il s'appelait La Cour pour des raisons de procédure judiciaire. Et si tu es plus vers la place des terreaux, hein, c'est ça, hein, je me souviens bien. Hein. Oui, c'est ça. C'était rue. Alors le Para était rue Pizet et le Dollar One était rue. Je ne me souviens plus de cette rue. Je m'en souviens plus. Mais c'était effectivement vers les terreaux. Ouais, tout à fait. D'accord. Puis après, j'ai navigué dans des grands clubs non réputés comme le Moulin Rouge, le club, le Quai Ouest sur les quais de Saône. Qui avait été, alors pour les plus anciens qui l'ont connu, a été le Goldcharts, après a été le Pago Pago. Il y a eu 2-3 noms qui ont orné cette discothèque. Et moi, j'y ai bossé à l'époque du Quai Ouest pour Guy Lalu. Donc, qui a été une personne aussi, très, très, très belle personne aussi. On va saluer tous ceux sur le chat, Victor. Jacques est avec nous, Thierry, Florian, Christelle, Timothée, Alexandra, Naïm de Dubaï, Jérôme du côté de Villefranche, Tony Cortez du côté de Londres, Kevin qui est avec nous. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Notre invité, Victor Nova, très content de l'accueillir, qui nous fait un peu une présentation de son parcours. Là, on en est du côté du Dollar One et voilà, il nous explique un peu le Para. Donc là, on se situe fin des années 90, donc on est 97-98. Ensuite, je migre. Si je peux dire, donc au Quai Ouest. Après, Moulin Rouge, Moulin Club, etc. Retour au Quai Ouest, retour au Moulin. Et puis, entre-temps, quelques guests dans la région, etc. Un essai aussi du côté du Coton, mais je n'avais pas du tout adhéré à la politique du club de l'époque. Mais ça, c'était purement personnel, parce que c'était un club de très, très bonne qualité, comme on en faisait bien dans la région lyonnaise. Qualité des Alexandra qui dit, Victor, Alexandra qui dit le bus Palladium, DOT 40, le Quai Ouest, ma jeunesse. Ouais. Tu fais revivre un peu certaines jeunesse à nos auditeurs. Hein. Ouais, j'ai eu un parcours qui a été assez, alors pas atypique parce que c'est pas le mot, mais assez varié. Et donc qui ont fait que, d'ailleurs, où j'ai puisé toute ma culture de coding, de DJ, de réflexe, etc., qui ont fait mon expérience, qui aujourd'hui me permet de pouvoir sûrement le retransmettre à ces jeunes de l'UCPA dont on parlait tout à l'heure dans la présentation. Effectivement, après, dans les belles heures du parcours que j'ai eu, il y a eu donc le Yes où on avait fait un tapage monstrueux avec ce bar ambiance qui avait donné naissance grâce au succès de ce dernier au Sound Factory où j'ai pu accueillir les plus grands DJ. J'allais en venir d'ailleurs. Le Sound Factory, c'était, je pense, un lieu quand même qui a, j'ai envie de dire, c'est presque le tremplin, c'est ce qui t'a vraiment fait exploser peut-être à ce moment-là, non?
Ah bah, en fait, le Sound Factory, alors pour expliquer vraiment aux gens, aux personnes qui nous écoutent et qui vont regarder après le replay, c'est que le Sound Factory a été une boîte qui s'est tout de suite inscrite dans les codes du clubbing international. Pas par sa taille, mais plutôt dans l'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, on s'était dit, si on fait quelque chose de populaire comme tous les gens ont l'habitude de connaître, zone industrielle de Vèze, au bord de la piscine, je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Donc, Sylvain Chérubin, qui en était le propriétaire, avait fait appel à mes services pour ouvrir le Yes, donc un an et demi auparavant. Et on a continué l'aventure sur le Sound Factory avec une programmation dont on voulait maîtriser les tenants et les aboutissants. Donc ensuite, on a mis une programmation en place, dont j'étais le responsable avec une autre personne avec qui on faisait le programme, qui pour ne pas le nommer, était Thomas Ginon. Donc du coup, Thomas et moi, nous nous réunissions avec Sylvain Chérubin, donc autrement appelé Nounours, pour ceux qui connaissent le nom de Nounours. Et Thomas, faut c'est un des plus grands maintenant, on ne peut pas dire casteur, mais il travaille avec les plus grands noms de la scène musicale. Hein. Exactement. Et puis c'est surtout qu'il a une carte de booking quasi mondiale. Donc il book les plus grands DJ mondiaux pour la France et pour les différents festivals, certains en Europe, d'autres en France. Et donc du coup pour le Sound Factory, on travaillait en corrélation tous les trois, en triangulaire. Donc Sylvain Nounours qui donnait un peu lui son avis sur la programmation et puis comment il faudrait mettre en place les choses. Et nous, on décidait du programme. Donc là-dedans, on portait une attention particulière à ne pas se tromper sur les dates parce que les DJ coûtaient assez cher, alors moins qu'aujourd'hui, mais coûtaient assez cher. Et on avait évité par rapport à cette capacité du club de passer vite au travers. Donc du coup, on essayait d'avoir les meilleures formules au meilleur moment pour pouvoir booker ces gens-là dans les meilleures conditions possibles. Donc ça, c'était pour l'épisode Sound Factory. Ensuite, tu peux nous dire quelques noms de DJ que tu as reçus, parce qu'il y a eu des pointures hein, quand même là-bas. Hein. Moi, je me rappelle quand je venais des fois, il y avait des grosses pointures. Hein. Ah bah là, en fait, vu qu'on était, sur un programme quasi international, on a reçu deux des trois membres de la Swedish House Mafia, donc Steve Angelo, Luonso, on a fait Solveig, Morillo, Roger Sanchez, Denis Ferrer, on a fait David Morales, Kenny Do. Et puis c'était un club qui en donnait pour tout le monde, quasi pour tous les goûts, parce qu'on avait aussi une récurrence tous les mois où je faisais ma soirée disco. Qui avait déjà... avec ce thème disco, hein, qui était collé à la peau. Hein. Bah, depuis toujours, puisque j'ai baigné dedans depuis quasi l'âge de 5-6 ans, puisque je suis de 72, donc je suis né quasi dans le disco. Ouais. Quand mes oreilles ont commencé à écouter de la musique, c'était sur du disco, puisqu'on est sur les années 76-77 et on est en plein disco. Et j'ai quasi 5, 6, 7 ans. Quoi. Donc ouais, je vois Kevin qui dit Avicii. Effectivement, on avait fait venir aussi Avicii dans le team. Qui était une personne très 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 introvertie mais une personne extraordinaire à l'intérieur. Entre autres Avicii par exemple, ouais, en fait moi j'ai mixé j'ai fait venir quasi 250 artistes sur les 2 ans que je suis resté au Sound Factory en tant que DJ résident. Et je précise une chose aussi, c'est qu'il y a quand même, tu as eu des DJ qui étaient à tes côtés, qui venaient aussi collaborer avec toi pendant que tu mixais, comme tu étais résident, et que tu as fait, et qui a fait que grâce à cette collaboration, aujourd'hui, ils ont grimpé, quoi. Ils sont devenus, ils se sont fait un nom. Ouais. On peut en parler. Hein. En fait, ce que tous les DJ, ou en tout cas, et aujourd'hui, on est en plus dans l'actualité encore plus que ce qu'on a fait à l'époque avec ces jeunes DJ dont tu parles, c'est-à-dire leur mettre les pieds à l'étrier. Aujourd'hui, on le connaît encore plus à cause de cette période du Covid, c'est l'entraide, ce qu'on n'avait pas du tout à l'époque. Et en fait, cette entraide entre DJ n'existait pas vraiment, mais aujourd'hui, ces personnes-là que j'ai pu aider, ou en tout cas contribuer à ce qu'ils deviennent, ou à faire leur passion, ou en tout cas en vivre pour d'autres, c'est une fierté
Moi, j'ai entendu dans les coulisses un peu du monde de la nuit, etc., que parfois tu étais le papa. Hein. Victor Nova, c'est le papa de certains. Je l'ai entendu et voilà, je pense que les gens qui sont sur le chat également, qui sont avec nous, ils ne diront pas le contraire. On va saluer Carlos Cotier, Kevin, qui est toujours avec nous, et tous ceux qui sont très actifs. Merci à vous tous. On va continuer bien évidemment avec le cursus. Là, on en est encore à la période de Sound Factory. Mais avant de continuer ça, j'ai juste une question à te poser parce que les gens ils veulent savoir un peu. Ton style musical, c'est quoi, Victor? Alors là, il y a le petit bandeau qui dit quel est ton style musical. Donc house, disco, funky, c'est tout ça. Le style premier, c'est disco parce que c'est mes racines. C'est la base de mon inspiration musicale. Et puis, je tourne autour de ça pour apporter t'agrémentes. Et puis, tu suis un petit peu aussi les modes en tant que DJ, puisqu'on est quand même des personnes qui s'intéressent à la mode musicale, si on parle de musique, bien sûr. Et en fait, c'est ce qui nous permet aussi de rester dans l'actualité, parce que si jamais tu n'arrives pas à adapter l'actualité à ton style propre, tu risques pas d'avoir beaucoup d'actu, ou alors tu travailles qu'avec des niches. Mais là, on est sur un autre débat. Mais c'est les trois styles principaux. Le style principal, c'est house, parce que je suis un quarantenaire et que j'ai toujours baigné là-dedans. Et la source d'inspiration, c'est le disco et la funk. D'accord. On va revenir bien évidemment sur l'actualité pour nous parler après de cette évolution. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu après, ou quelqu'un est venu te voir et dit voilà, j'aimerais que tu nous fasses, que tu vas nous transmettre un peu ton savoir pour tous ces jeunes qui sont à l'école des disques jockeys. On va en parler. On va saluer alors Patrick, on va saluer aussi Pascal, le directeur. On les salue. Et tu nous parleras aussi de tout ça. Pourquoi cette idée t'est venue de dire voilà, j'ai envie de transmettre mon savoir. Ça s'est passé comment? En fait, ça s'est passé le plus naturellement du monde, c'est-à-dire que après j'arrive à un âge où on se pose des questions tous les jours, parce qu'il faut pas rêver. Disque jockey, c'est bien beau, mais quand tu gagnes pas 10 000 € la date, entre guillemets, d'accord, on est d'accord. Tu te dis, peut-être à un moment, il faut que je pense à la reconversion de travail, mais ça n'empêche pas le plaisir, parce qu'aujourd'hui, je ne travaille pas, j'ai pas travaillé, là, ça fait 25 ans, quasi 25 ans, j'ai pas travaillé, j'ai vécu de ma passion. Donc, j'ai pas travaillé. Voilà. Donc, du coup, il y a eu juste un moment où j'ai eu une double casquette parce que j'avais un travail de jour, parce que la nuit était compliquée, parce qu'il y a eu des crises aussi dans la nuit qui ont fait que, comme tous les autres, c'est un moment où j'ai pas eu de place. On m'a pas donné ma chance pour m'exprimer en tant que disque jockey. Donc, il fallait que je gagne ma vie autrement. Et j'ai bossé pour des boîtes qui vendaient du matériel pour les plombiers, par exemple. J'ai été vendeur chez Castorama. Voilà, il y a un moment, un moment, il faut. C'est bien que tu nous dises tout sur toi, quoi. Non, mais après, si vous voulez, là où je veux en venir, c'est que grâce quand même à ce cursus-là et à ces périodes où vous n'avez pas de travail, ça vous permet de vous remettre en question et de garder toujours une espèce d'humilité qui vous dit attention, tu n'es pas indispensable. Et on vous le répète tous les jours dans la nuit. Donc, il y a un moment, pour répondre à ta question d'aider les jeunes à un moment, c'est que je suis arrivé à une période de ma petite carrière où je me suis dit, tiens, pourquoi pas apprendre ce que j'ai moi appris tout seul et que j'aurais aimé qu'on m'apprenne. Pourquoi moi je ne transmettrais pas ça aujourd'hui à quelqu'un? Donc, je suis parti dans cette optique-là et naturellement, mais je ne sais pas si c'est le destin qui a bien fait les choses, j'ai eu Patrick au téléphone, donc Patrick Arnisol qui est le principal de l'école des DJ département UCPA et UCPA département école des DJ et il m'a contacté, il m'a dit voilà, j'ai une place pour toi et pour rester en adéquation avec ton image et nous ce qu'on veut proposer, c'est que j'aimerais que tu viennes enseigner pas les techniques de mix, mais plutôt comment mettre de la musique, donc la culture musicale. Donc si vous voulez comment dire, ma fonction, au terme de l'UCPA, c'est d'apporter ce savoir d'expérience que j'ai vécu, donc qui existe vraiment, pour des jeunes qui n'ont jamais vécu ça, de devenir disque jockey. Parce qu'attention, devenir disque jockey aujourd'hui n'était pas la même
idée et la même façon de faire qu'il y a 20 ans. L'approche n'est pas la même. Du tout. Aujourd'hui, quand je pose la question aux jeunes disques jockeys en devenir qui arrivent en cours, la première question, je leur demande de se présenter. Donc, je vois des personnes en face de moi plus ou moins à l'aise, normal, puisque c'est la première fois qu'ils s'expriment, à part à l'école, mais ils s'expriment devant une assemblée de 15-20 élèves comme eux. Et à partir de là, je relève 2-3 défauts, pas plus, parce qu'ils commencent. Et je leur dis, voilà, vous vous présentez, vous me dites qu'est-ce que vous voulez faire, pourquoi vous voulez faire ce métier. D'accord? Alors, maintenant, vous posiez la même question à des gens comme moi qui avaient 20 ans. On vous disait tout le temps, j'adore la musique. J'adore, parce que j'adore la musique, j'adore mettre des disques, j'adore mixer, j'adore le vinyle, j'adore ci, j'adore ça. Aujourd'hui, on a une perception qui est complètement différente de cette société de consommation de musique par rapport au disque jockey. Aujourd'hui, on vous répond, enfin les jeunes vous répondent, mais c'est normal parce que c'est la société qui veut ça. Ils vous répondent, je veux faire comme Guetta. Oui. Ils vous parlent plus de musique. Ouais. Ils vous parlent de production, ils vous parlent de yacht, de champagne, de festival, mais à aucun moment il y en a un qui m'a dit, enfin, il y en a qui m'ont dit, j'adore la musique. Rien de plus. Merci, au revoir. Ils ont tous, en fait, parce que la question que je pose, elle est piège. Pourquoi tu veux faire ce métier? Donc pour eux, c'est une destination. Je veux faire ce métier pour arriver là. Bien sûr. Donc, on n'a pas les mêmes perceptions. Le cheminement est différent. Oui. Il faut tout de suite rentrer dans le vif du sujet, quoi. La perception est différente aujourd'hui. Donc, après, c'est pareil. Je vois Kevin qui pose une question sur le fait que. Répondre, Victor. Ouais, de la production musicale. Alors, c'est pas que ça m'a pas branché. La production musicale me branche et ça va faire partie notamment des questions qu'on avait évoquées tout à l'heure qui vont venir. Mais la production musicale me branche parce que j'ai beaucoup d'idées. Le seul problème, c'est qu'avec les années, je me suis pas assez penché sur les séquenceurs, etc. Et la chose vraiment de bien pour faire un petit raccourci avec tout à l'heure, mais on y reviendra, je pense, avec toi, Steve, c'est que ça a été la bonne chose pour moi par rapport au confinement. C'est vraiment de me mettre à la production musicale, où là, j'ai quelques remixes qui peuvent pas être signés parce que je n'ai pas les droits de sortir publiquement, mais c'est des edits, c'est des réactualisations en gros pour expliquer un peu aux novices ou aux gens qui ne comprennent pas ce langage de DJ, mais c'est un peu les réactualisations des vieux morceaux qu'on met au goût du jour avec des percussions plus actuelles, des rythmiques un peu plus actuelles aujourd'hui qui me permettent de pouvoir garder cette identité sans dénaturer les morceaux et voilà. Mais pour répondre vraiment à la question de la production musicale, pendant des années, j'ai pas été un féru de m'asseoir sur une chaise derrière un ordi et puis de dire il faut que je sorte avec une idée, etc. Parce que j'ai ce défaut, ou peut-être pas, c'est que j'ai la tête, ça va à 2000 à l'heure. C'est-à-dire que je commence une idée, comme je pense 99% des producteurs de musique, on commence une idée, un quart d'heure après, je dis non, j'ai une autre idée, je vais faire autre chose. Et vu que je ne maîtrise pas les séquenceurs au bout des doigts, j'ai des notions pour faire un morceau, pour faire un mix, etc. Mais j'ai pas je suis pas un expert des séquenceurs. Il y a des gens extraordinaires pour ça, qui vont à 2000 à l'heure. Je leur donne une idée. Ah ouais, c'est ça que tu veux, ok. Donc je collabore avec ces gens-là. Aujourd'hui, c'est un secret pour personne. J'ai 2-3 morceaux que j'ai pas fait à 100%, que j'ai donné à faire sur des parties que je n'arrivais pas à faire moi-même. Mais l'idée était déterminée et je changeais si ça m'allait pas. C'est-à-dire le moindre petit son qui m'allait pas, je le faisais changer par la personne. Mais l'avantage, c'est que j'avais un track qui était fini en un jour, qui moi m'aurait pris un mois. Donc, et c'est pour ça que pour répondre à Kevin, à la question, je sais pas que je suis pas un féru, mais j'étais pas très à l'aise. Je compte petit à petit ce retard-là, mais je suis pas un féru à rester 10 heures derrière un ordinateur pour produire. C'est pas 100% de mon temps. Il y a beaucoup de gens sur le chat qui réagissent. Il y a Arnaud qui est là, qui dit oui, ça.
Arnaud, il y a pas mal de gens. Il y a Lolo également qui a réagi sur un ancien camarade, tu vois, quand tu as travaillé à Casto, à Rio-la-Pape, il te salue, Lolo. Il y a beaucoup de gens qui réagissent. Il y a Kevin aussi qui réagit, qui font des métiers différents en plus. Donc, je pense qu'il a raison aussi là-dessus. Ça permet bien, c'est cool. Et puis, je voulais passer un big up à Arnaud qui s'accroche et qui a une volonté, une détermination parce que il prône justement cette culture vinyle puisqu'il a un collectif qui s'appelle We Play Vinyl. Il est notamment aussi, il travaille pour une radio parce qu'il est rennais. Et il travaille pour une radio de Rennes et il m'a sollicité pour un mix d'1h30 là que je dois lui envoyer. Donc ça devrait se faire ce soir, Arnaud. On salue Arnaud en tout cas du côté de Rennes, il y a des Rennes et dans cette émission, Victor, je suis très content de t'accueillir dans cette émission C'est pas Dodi et on a une petite surprise pour toi, Victor. Forcément, qui dit surprise dit regarde tout de suite à l'écran une personne qui va apparaître que tu connais très bien. Voilà, ça c'est la surprise qu'on a voulu quand même te faire. Alias Bruno. Alors, est-ce que Bruno peut se décaler, se mettre dans l'axe central de l'image? Est-ce que Bruno peut se décaler un petit peu? Voilà, c'est parfait. Bruno, bonsoir à toi, Bruno. Tom Joe. Salut mon Nico, salut mon Slim. Salut. Comment ça va? Tout va bien? Ouais, super bien. Rapproche-toi un peu du micro. Comment ça va, Bruno? Bruno, alias Tom Joe, pour ceux qui connaissent bien évidemment. Super bien, tout va bien. Bon, on est très content de t'accueillir. En tout cas, merci pour cette belle surprise pour Victor. Ouais, c'est cool. Bruno, alias Tom Joe, toi qui connais très bien Victor, qu'est-ce que tu as de beau à dire sur… merci, c'est grâce à toi. Il y a un petit décalage. Moi, je n'ai pas spécialement de questions parce qu'on s'est souvent au téléphone ensemble. Ouais. Tu m'entends? Ouais, il y a des petits décalages de son côté. Hein. Ça coupe un peu parce que moi, j'ai un petit débit à Internet. D'accord? Ouais. On va faire rapidement. C'est pour ça que je galère un petit peu aujourd'hui. Donc voilà, c'est pour ça. Après, oui, je voulais quand même juste saluer une grande chose. C'est que Victor Nova, il m'a appris mon métier, qui est d'ailleurs mon métier de DJ aujourd'hui. C'est en grande partie grâce à lui. Donc, je voulais vraiment, vraiment le remercier par rapport à ça. Si j'en vis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Donc, Nico, merci beaucoup. Voilà, ça, c'est un beau message, je trouve. Et quand je disais tout à l'heure que tu étais un papa, le papa un peu de certains disques jockeys, je trouve que oui, voilà. Donc, c'est une belle image. Et c'est pour ça que j'ai pensé que l'apparition est avec nous comme ça dans cette émission. On te saluer, c'est Tom Joe. Je pense que ça va peut te faire plaisir. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Victor? Pour la petite anecdote, Bruno, on s'est connus à l'époque du Yes parce qu'il avait donc un métier où il réparait les tuyaux. Donc, il est plombier de métier, hein, Bruno. Et Tom, donc on l'appelait Tom. Et Tom Joe, un jour, je suis donc à mon bureau, puisque je travaillais donc en tant que commercial sédentaire pour une entreprise qui fournit les plombiers professionnels. Donc c'est un réseau très que professionnel. Donc il vient à la banque donc où j'étais, puisque c'était un open space avec des bureaux. Et là, il vient avec un ami commun, enfin son ami qui était Greg, avec qui il travaillait. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein, Bruno. Et c'est ça. Et là, j'entends au milieu des 50 personnes qui travaillent dans l'open space, puisqu'on était une cinquantaine de personnes. Et là, j'entends « Oh là là, mais c'est Victor Nova, le DJ du Yes !» Alors que j'avais caché donc cette double identité dans l'entreprise où je travaillais, et il arrive, ouais, alors ouais, c'est lui, comment tu vas, ça fait plaisir, c'est super, oh là là, mais tu travailles là, je savais pas, je vais venir tous les jours te voir, te faire la bise, etc. Et donc du coup, en fait, on s'est connus comme ça, et moi je lui ai dit, tais-toi, là, rien à voir. Et puis du coup, on s'est connus comme ça, et après, il est venu me voir au Yes, et puis il est venu bugne en fait, et puis avec le culot qu'on connaît de Bruno, il m'a dit voilà, je ne veux pas y aller par 36 chemins, j'ai envie d'apprendre, je suis un passionné, est-ce que tu veux m'apprendre?
Moi, ouais, pourquoi pas. Viens, écoute, quand tu peux, mais avant le rush, donc tu viens de 22h à minuit, et puis on fait ensemble, je te dis, etc. Puis c'est parti comme ça. Et Bruno, alors pour vous délivrer le petit secret. En Bruno, revanche, tu as oublié une étape, ajouter et rebondir sur ce que tu as dit. Tu m'as quand même ouvert l'EIS 2 après-midi de suite pour m'apprendre et me faire voir un petit peu la régie. Donc, 2 après-midi de suite, sans forcément qu'on soit en soirée, tu m'as ouvert l'EIS et tu m'as dit voilà les platines, voilà comment ça marche, et débrouille-toi. C'est vrai. C'est vrai. Au début. Et donc, Bruno, au moment où tu as rencontré Victor, c'était quoi cette sensation? Pour toi, c'était une star? C'était quelqu'un qui était très important? Ou c'est parce qu'avoir cette réaction, forcément, c'est que tu l'estimais tellement que tu étais content, quoi. Pour moi, c'est. Alors pour moi, c'était le DJ du Yes et pour moi, c'était l'une des références à Lyon en termes de DJ et en termes d'ambiance et de culture musicale. Il était vraiment tellement large et il savait à quel moment passer les morceaux et comment les enchaîner, etc. Ce qui faisait une soirée vraiment en perspective, vraiment très… pour moi, c'était Victor Nova et les autres. Tu vois, c'est un peu comme les platines pionnières et les autres. Moi, ça faisait Victor Nova et les autres. Donc, quand j'ai pu lui parler et on s'est rencontrés dans la plomberie, vraiment, et en fait, c'est une anecdote complètement folle. Donc, du coup, il m'a appris, il m'a montré et on a discuté pendant tous les matins. Je venais avec le café, je lui offrais le café et on parlait musique. Et après, si tu veux, de fil en aiguille, il a commencé à m'apprendre et ça a fait que voilà, aujourd'hui, on en est là, on a partagé plein de choses ensemble. C'est une belle rencontre. Victor, qu'est-ce que tu as à dire sur Tom Joe avant qu'on laisse Tom Joe tranquillement? En fait, Tom Joe a été une surprise au fil des années. C'est-à-dire qu'en fait, je lui ai appris à faire quelques petits trucs. Je lui ai appris à avoir des réflexes de fais gaffe, lève la tête, regarde ta piste, ça décroche, etc. Chose qu'il a tout de suite appris et assimilé. Il a tout de suite mis en exergue les conseils que je lui donnais et il n'a pas été comme certains DJ avec leur côté artiste ou laisse-moi faire, c'est bon, t'inquiète, ça je ferai après. Il a tout de suite mis les conseils à l'épreuve et l'avantage qu'il a ce garçon, c'est qu'il est hyper discipliné dans tout ce qu'il fait. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'aujourd'hui et à une période, il avait ce côté un peu péjoratif pour certains patrons de club jusqu'au moment où il arrivait au club et il prouvait à ses patrons qui avaient dit ouais mais tu sais nous on veut plus un mec posé je sais pas quoi des profils qui existent ou pas et lui il arrivait il disait non moi je vous dis que c'est comme ça va se passer comme ça et on se reparle après personne ne dit rien avant et il a eu ce pouvoir au fur et à mesure des années d'avoir accumulé tous les conseils et un peu d'expérience pour, au bout d'un moment, dire voilà, qu'est-ce que tu en penses Et on était tous unanimes de dire ouais, tu as fait une super soirée, rien à dire. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui me plaît parce qu'il dit rien avant, il annonce rien avant, et à la fin, il dit voilà, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, combien Voilà. Donc, moi, je pense que c'est un gars qui mérite le succès dans lequel aujourd'hui il est, parce qu'il a laissé tomber les clubs pour faire que du corporate, et il est surbooké, je crois, jusqu'en 2022, au point que je vais vous délivrer un petit secret, c'est que je vais lui faire confiance pour mon futur mariage, qui aurait dû se passer au mois d'août, et que je décale à l'année prochaine. Ça s'applaudit en tout cas. Donc, félicitations. Donc, je fais confiance à Bruno et à d'autres personnes qui vont être de la partie, mais voilà, pour moi, c'est quelqu'un que j'ai pas oublié du tout. Bruno, un dernier mot pour conclure, Bruno, pour notre invité Victor Nova qui est avec nous.
J'aimerais juste qu'il y ait beaucoup plus de personnes comme Victor Nova pour apprendre le métier de DJ. Et j'ai juste un gros merci et un gros je t'aime. Merci Nico. Oh. En tout cas, merci. Merci à Bruno, Tom Joe. Merci Tom Joe. Merci Bruno. À très bientôt en tout cas d'avoir été parmi nous dans cette émission. Ça nous fait très plaisir de l'avoir accueilli. J'espère que cette surprise t'aura fait plaisir, Victor. Ah, c'est super. C'est super parce que Bruno, je l'adore parce que c'est une personne qui est entière. Et j'ai le même gars. Merci Arnaud pour le bravo. J'ai le même gars que j'ai connu, que j'ai vu la première fois. J'ai le même gars 10 ans après. Enfin 12 ans après, puisque on s'est connus en 2007 quand on avait ouvert le Yes. Et 12 ans après, j'ai le même gars en face de moi. Donc, et surtout, comme Bruno, il fait des événements et je sais qu'il pense à toi. Il t'oublie pas, en fait. Ouais, il est humain et il t'oublie pas, quoi. C'est une personne qui a jamais oublié ce que j'ai pu faire pour lui. Et puis, il me le rend à chaque événement. Il y a même des événements où il me dit, ouais, bon, j'aimerais bien que tu viennes, mais je sais pas si tu vas vouloir, etc. Ça peut que me toucher, même si des fois je peux pas. C'est jamais que je veux pas, c'est que je peux pas. Mais c'est une personne qui est beaucoup de gens devraient prendre exemple sur Bruno aussi. Alors, Victor, tu sais qu'en ce moment, on vit une période un peu particulière avec ce confinement. Je vais te poser quelques questions concernant l'éventuelle rouverture de certains clubs. Qu'est-ce que tu en penses pour la rouverture progressive des établissements recevant du public comme les bars, les discothèques et les restaurants? Qu'est-ce que tu en penses sur cette situation-là et ton point de vue surtout là-dessus? Ça, c'est une question à laquelle personne n'a de réponse. Comme on a pu en discuter, toi et moi, aujourd'hui, personne est assez malin et assez visionnaire ou assez devin pour dire ouais, on va rouvrir en septembre, au mois d'août, personne sait. Personne sait pour la simple et bonne raison, c'est que on parle dans le microcosme de la nuit, on parle d'une réouverture totale des clubs pour, en tout cas une reprise normale, si je peux m'exprimer comme ça, mais pour 2021. Alors, attendons de voir. On peut pas vraiment juger ce qui va se passer, progressif, pas progressif. Est-ce qu'on va changer les codes de consommation? Est-ce qu'on va imposer aux gens des conditions sanitaires qui peuvent pas être possibles en club? Porter des masques. Il n'y a pas d'intérêt. Enfin, après, oui, pour la sécurité des gens, pourquoi pas, mais comme je te disais tout à l'heure, en off, je pense que la meilleure des choses qui puisse nous arriver, c'est de trouver un vaccin hyper rapidement. Ça, c'est la meilleure des choses, parce que ce virus-là disparaîtra pas comme ça, du jour au lendemain, comme il est venu. J'y crois pas tellement. Après, on a eu quelques affirmations, par exemple, un grand gérant de club dans le centre de la France qui dit il va falloir des mesures drastiques et il a peur que ces établissements perdent leur âme, leur convivialité. Qu'en penses-tu, toi, Victor? on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout dans les conditions dans lesquelles on va pouvoir réouvrir, dans lesquelles on va pouvoir travailler. Est-ce que les gens vont avoir encore cette psychose? Est-ce que on va leur imposer les gestes barrières, tout ça? Je crois que ça, il aurait fallu le faire, mais depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que quand j'entends aujourd'hui qu'on est le pays où les gens se lavent pas les mains, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même tous les clubs devraient avoir une dizaine de points dans leur établissement avec effectivement des distributeurs de gel hydroalcoolique, comme à la période du sida, dans les années 80, on avait mis dans tous les clubs et tous les lieux publics qui reçoivent du public, la nuit évidemment, parce que y a beaucoup de vices la nuit, mais on avait mis des distributeurs préservatifs. Mais pour parer à ce phénomène-là du sida. Mais c'est pas pour ça qu'on a éradiqué le sida. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre aujourd'hui dans les clubs, à part du gel hydroalcoolique et aller des masques? Donc comment demain quelqu'un qui est infecté va pas l'infecter avec un verre, avec un petit bisou qui s'échappe, un postillon? Quand vous allez commander votre verre, comment ça va se passer? Enfin, personne n'a de réponse parce qu'aujourd'hui, les modes de consommation qu'on a aujourd'hui dans les clubs ne peuvent pas ne peuvent pas adhérer à cette politique qu'on essaye de mettre en place pour
pour les supermarchés. C'est pas possible. On peut pas mettre un masque. Victor, on va les citer. Tu travailles dans des clubs, des gros clubs lyonnais qui accueillent plus de 2000 personnes. On va les citer. Il y a le Hasard, il y a le Petit Salon aussi où tu es souvent résident là-bas. Alors eux, est-ce que tu es rentré en contact avec ces patrons? Est-ce que tu as eu des nouvelles sur l'inquiétude de cette fameuse réouverture? Et est-ce que voilà, ce que vous avez dit il y a quelques mois, est-ce que ça va redevenir comme avant? Alors, j'ai eu des contacts. J'ai eu des contacts et des discussions avec effectivement plusieurs personnes de la nuit lyonnaise, notamment des tenanciers de clubs, par sympathie avec les années. Et j'ai eu des DA, des DJ résidents, etc. Donc, personne ne sait. Ce qui est sûr, c'est que certains mastodontes, on peut dire comme ça, de la nuit lyonnaise, comme le Petit Salon ou Hasard, aujourd'hui, ils savent pas comment on va pouvoir accueillir 2000 personnes, voire 3000 sur certaines soirées avec la rotation. Mais aujourd'hui, alors on en parlait tout à l'heure, mais il y a des choses qui peuvent être mises en place, mais il y a des choses on peut pas. Moi, j'ai eu notamment un de ces patrons de club qui m'a dit, moi, chez moi, c'est la liberté. On joue de la musique pour que les gens soient libres et qu'on les fasse sortir de leur quotidien. C'est pas pour que ils arrivent et puis qu'on leur impose un masque, parce que nous, chez nous, c'est comme les festivals. C'est vous allez là parce que vous vous sentez libre et parce que vous avez envie de passer un moment pour changer votre quotidien. Donc, changer le quotidien aujourd'hui, c'est ne pas porter de masque, parce qu'on va devoir tous en porter pour tout. Donc, il a dit, clairement, il m'a dit, si c'est pour imposer des masques à mes clients, c'est pas la peine. Je n'ouvre pas. Je n'ouvre pas. Et puis, mettre une personne tous les 4 mètres carrés, ça veut dire qu'une boîte qui fait 2000 mètres carrés, c'est 200 personnes. Ouais. Pas possible. C'est pas possible. Tout à fait. Comment vous pouvez vivre avec en plus, ils ont une réglementation qui fait que on leur annule pas les charges, hein, ces gens-là. On leur reporte. C'est-à-dire que toutes les charges. Là, tout à l'heure, j'ai encore pas participé, mais j'ai écouté un débat justement sur 4 gros acteurs de nuit françaises qui ont 4 gros clubs très influents sur la France, qui sont des acteurs en tout cas très impliqués. Et les gars disaient, déjà, on n'a pas de réponse de réouverture ou comment ça va se passer la réouverture, on ne sait pas. Deuxièmement, on n'est pas aidé par les pouvoirs publics, les assurances absentes, etc. Donc, cet argent qu'on ne gagne pas, il faut quand même qu'on la redistribue à un moment parce qu'il y a les loyers, il y a les charges patronales, les charges salariales, elles ne sont pas éliminées, elles sont reportées. Ça veut dire que quand le gars va réouvrir au mois de, peu importe, imaginons septembre, le gars va devoir se faire un report de charges de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Comment c'est ce qu'on se disait en off, mais là, on va pouvoir le dire en direct, c'est comment ils font, les patrons. Est-ce qu'ils ont une trésorerie? Est-ce qu'ils ont un capital qui a été mis de côté pour les plus chanceux, enfin, en tout cas ceux qui ont très bien travaillé, c'est pas de la chance, c'est du travail. Donc, tous ceux qui ont investi dans le positif et qui ont eu des retombées positives, donc une bonne trésorerie, si je peux dire, sans faire offense aux autres, hein, mais on peut dire que ceux qui ont une trésorerie un peu stable peuvent rester debout, mais combien de temps? Et ça, personne ne sait. Ça, personne ne sait parce qu'aujourd'hui, encore le président a fait un discours tout à l'heure pour les intermittents du spectacle. Donc, ça va du tireur de câble au pupitreur en passant par le disque jockey que je suis ou Bruno qui fait des mariages ou le gars qui est sur un plateau de télé ou un acteur ou un perchiste. Ça, c'est des intermittents du spectacle. Donc, il est intervenu dans ce sens-là, mais il a parlé pour dire, OK, on vous fait une année où on peut vous reporter, on va la considérer comme année blanche, donc ça vous permet d'avoir votre indemnité chômage jusqu'à août prochain. Mais à un moment, il a parlé d'aide pour certaines catégories du secteur de l'hôtellerie, de la restauration, etc., mais ou de la culture, mais on ne sait pas où ça va, puisqu'il n'a pas déterminé exactement où, pourquoi, comment. À un moment, il a parlé des théâtres, mais pas des cinémas, mais pas ni l'un ni l'autre. Alors, que penser? Tout le monde est dans le flou, donc il faut, avant de faire des plans pour la comète et de jurer des trucs, il faut mieux attendre et puis voir ce qui va se passer. Exactement.
En tout cas, merci d'avoir répondu sur la crise du moment, puisque tout le monde le vit, c'est ce fameux confinement. Et qui dit invité ce soir, Victor Nova, notre invité, un grand plaisir de le recevoir dans cette émission, on ne s'est pas tout dit. Eh bien, lui aussi, il va y passer, parce on va lui poser des questions sur son confinement. Victor, depuis le confinement, qu'est-ce qui te manque le plus? Ce qui me manque le plus, c'est le son. Le son, d'accord. La musique. Vous pouvez. Alors, je vais m'adresser vraiment aux gens qui connaissent ce que ça fait. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous imaginer quand vous mixez un morceau. Donc, vous arrivez, vous donnez la surprise aux gens de mixer un morceau. Et vous avez tous les gens qui crient au même moment parce que vous leur avez fait ce cadeau, cette surprise. Et cette espèce de chair de poule là, de réaction, c'est ça qui me manque le plus. Tu peux répondre aussi en direct, n'hésite pas, Victor, avec Terry. Il dit Rotary ou fader linéaire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, c'est un code qu'on a entre nous parce que je suis un fan des tables de mixage Rotary. Alors, la différence entre une Rotary et une linéaire, c'est que pour expliquer aux personnes qui ne connaissent pas le matériel de DJ, enfin de mixage, vous avez deux types de tables de mixage. Vous avez la table de mixage Rotary, donc pour lever le volume, c'est un bouton comme un bouton de four, donc un rotatif. Et vous avez donc les boutons linéaires avec des curseurs comme ça, en vertical, qui vous permettent de mixer le son. Donc définitivement, je suis Rotary, rotatif. En plus, c'est une technique de mixage qui est souvent adoptée par les DJ disco et house, parce que c'est des mix qu'on fait qui sont en général, enfin ça arrive de la culture house, il fallait délivrer des mix très longs, au tempo, et en fait le Rotary est la manière un peu identitaire de ce créneau de musique là, house et disco, mais c'est purement subjectif. Hein. Ça, il n'y a pas. Donner ces explications pour ceux et celles qui n'y connaissaient pas trop dans le domaine et qui reverront cette émission en replay. Victor, deuxième question. Depuis le confinement, dans quel domaine tu as le plus progressé? Eh bien, la production musicale. Alors là où j'ai régressé, c'est le ménage. Et on allait y venir. Non. Depuis le confinement, quelle chose refuses-tu toujours de faire? Donc, je suppose que c'est le ménage encore. Bah, c'est pas que je refuse, c'est que, je sais pas, j'ai une espèce de lassitude de ce genre de truc, et puis je me dis que finalement, c'est les vacances. Est-ce qu'on peut revenir sur le fait, est-ce qu'on peut revenir sur la deuxième question? Tu as dit, j'ai progressé sur la musique, sur la production. Alors, pas sur la musique, mais sur la technique pour réaliser des nouvelles productions. C'est-à-dire que là où je me suis vraiment intéressé de plus près à savoir comment on fait une belle équalisation, comment on fait un pré-mixage un peu propre. Le repassage, j'ai toujours détesté, Tom Joe. C'est pas la peine. Mais ouais, toutes ces petites techniques qui font que une chanson va sonner ou pas quand vous allez la diffuser. Donc là, j'ai un peu plus progressé. Puis je me fais mes propres titres personnels de façon à ce que à la reprise, je sois prêt à pouvoir justifier mes cachets. D'accord. Forcément, bah oui. Quatrième question pour ta Victoire. Depuis le confinement, quel message d'un proche t'as le plus touché? Depuis le confinement, quel message d'un proche t'as le plus touché? Il y en a eu quand même 2-3 parce que effectivement, c'est des petites attentions, mais sur les réseaux sociaux qui vous envoient juste comme ça, qui nous manque, ou alors on vous tag sur un morceau en vous disant ah la soirée, rappelle-toi, ça me manque, etc. Et puis après, effectivement, les paroles de la famille qui vous dit tous les jours en WhatsApp quand on les a en vidéo, ah c'est quand on se voit le petit barbecue et tout. Voilà, ça fait c'est des petits trucs de la vie qu'on n'a pas l'habitude d'analyser, mais qui sont super importants. En fait. C'est important. Il y a un petit message de Lolo qui nous dit merci, super Victor, et félicitations Victor pour ton mariage, ton futur mariage. Lolo qui te salue. On a reporté comme les festivals à 2021. Donc ouais, là ça va être vraiment le festival parce que là on l'attendait du coup avec madame et puis du coup on décale à 2021. Alors Victor, l'inverse de la question précédente, depuis le confinement, est-ce que tu as fait un message bizarre?
Un message voilà, quelqu'un que tu n'avais pas eu de nouvelles pendant 2 ans et d'un coup, boum, Non. il a réagi. Non, alors ça, c'est ta question ne sert à rien, Slim. Ouais. Non, mais c'est clair. Non, On peut le dire. non, mais je plaisante, mais non, j'ai pas eu de message non, pas du tout. Au contraire, j'ai beaucoup de gens qui, enfin beaucoup, j'ai quelques personnes qui m'appellent pour me dire ouais, bon bah qu'est-ce que t'en penses de la situation, etc. Comment tu vois le truc parce que moi je suis perdu. Mais des gens qui ont vraiment même des années d'expérience, des gens qui sont enfin, que les gens vont danser sur leur son et qui sont mais les gens sont perdus avec ça et on s'appelle, même moi des fois j'ai ce côté un peu de dire ouais aujourd'hui ça va pas le moral et puis j'appelle des amis pour dire ouais qu'est-ce que t'en penses, comment tu vois le truc, et puis on débat, donc on arrive après le coup de fil, après les messages, après avoir débattu, en avoir parlé, de se dire ouais bah finalement de toute façon faut attendre et puis ça avancera, ce sera peut-être que mieux après quoi. Donc on part Alors moi, sur cette. je te pose des questions parce que j'ai eu des invités qui ont reçu des messages bizarres. C'est pour ça que toi, Ah, ça n'a pas forcément matché, hein, non, mais il y a eu des non, invités qui ont reçu des messages bizarres. C'est déjà ouais, non, arrivé. j'ai pas de message bizarre. Après, ce que j'ai, j'aime pas, c'est les messages négatifs. C'est-à-dire que souvent, quand, et puis bon, on me le reproche, ou alors certains rigolent, mais souvent on me dit ouais, t'es un peu sec sur Facebook et tout, il y en a, ils doivent se sentir visés et tout, mais je vise personne. C'est en fait l'humeur. Quand je mets un truc sur Facebook, c'est que j'ai vu des choses qui se sont accumulées et Bien je me sûr, dis pourquoi les gens fédèrent ce genre de messages bien sûr. à des personnes qui, pour eux, voilà. Et en fait, le fait de fédérer du négatif, bah, on entraîne dans du négatif, etc. Et puis ça fait boule de neige. Et c'est vraiment ce genre de truc que moi, j'aime pas sur les réseaux, c'est le négatif. Parce que des fois, Ouais, ça me rend négatif, ouais, mais forcément. malgré moi. Et puis souvent, Victor, ma femme me dit ouais. arrête, c'est bon, arrête, décroche. Donc, des fois, elle me rappelle à l'ordre. C'est bien. Victor, depuis le confinement, qui as-tu oublié d'appeler? Est-ce qu'il y a une personne que tu as oublié d'appeler? Dans les personnes assez proches, je crois que non. J'ai essayé d'appeler des personnes mais qui m'ont elles-mêmes pas forcément répondu parce que pas le temps, ou parce que les choses de la vie font que des fois vous loupez le message, l'appel. Mais non, je crois pas. En tout cas, ceux qui pensent que je les ai oubliés, pas du tout. C'est que après, on a nos vies de famille, on a tous, on a des choses à faire, etc. Mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens aussi que j'aurais aimé appeler que j'ai pas appelé. Bon, voilà, Ouais, c'est ça pas peut arriver. volontaire. Pour finir ce questionnaire spécial confinement, Victor, dernière question. À la fin du confinement, quelle chose feras-tu en premier, Victor? Il y a plusieurs choses que j'aimerais faire. C'est déjà faire un barbecue avec toutes les personnes que j'aime bien. Ouais, Enfin, j'aime bien beaucoup de gens, mais oui, en tout cas, je suis quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, mais très peu d'amis. Donc, mais je pense que parce que je reviens sur le truc, mais un ami, je le considère comme quelqu'un de ma famille. Donc du coup, j'adore faire des restos ou des barbecues avec ces gens-là. Donc, il y a voilà, mais Caro qui nous dit elle, elle sait. Hein. Caro qui nous dit elle sait. Hein. ouais, Caro, je l'ai connue à l'époque où je travaillais donc dans ma super entreprise de plombier où j'ai connu Bruno, et c'est une personne que j'avais au téléphone parce que je commandais du matériel à Caro, et elle est de Paris, enfin de la région parisienne, et c'est quelqu'un que je salue parce que c'est une personne aussi c'est une très belle personne. Donc Eh bien, on salue Caro, on salue Yannick J également et Flo Berardi qui est avec nous, qui sont ouais, sur le chat, qui nous rejoignent. Merci à vous tous. En tout cas, je suis toujours avec Victor Nova. On a terminé. Alors, Victor, tu nous as dit que tu allais faire un barbecue, voilà, retrouver finalement tes amis. bah, j'aimerais rendre visite tant que possible à toutes les personnes finalement, et ça nous fera sortir et voir du monde, parce que c'est aussi ça qui manque aujourd'hui, c'est ce côté un peu social. Et toutes les personnes qui me font bosser, avec qui, parce que je travaille beaucoup à l'affinité, avec des gens que j'aime bien. J'irai jamais travailler pour quelqu'un avec qui j'ai pas forcément d'a priori, ou j'ai pas forcément d'affinité. Donc Bien sûr. après,
Après, il y a des gens qui m'appellent pour faire des prestations. Ça s'arrête au fait que voilà, je fais de la prestation. Mais en général, quand je travaille chez quelqu'un, j'ai toujours une prise de contact auparavant, de façon à discuter déjà des conditions dans lesquelles on peut faire l'événement. Et donc, du coup, là, j'arrive à avoir un premier avis sur la personne et puis savoir si ça colle en termes d'affinité. Et pour ça, je pense que je rendrai visite à tous les gens qui aiment travailler avec moi et qui font régulièrement appel à mes services. Et j'aurai plaisir vraiment à les boire ou à aller dépenser un peu d'argent chez eux. Bah, ça, c'est noté en tout cas. Victor, je reviens un peu sur ton parcours. Ton parcours, donc, on s'est arrêté au Sound Factory. Voilà, on a été au Sound Factory à la période. Après, je sais que tu as eu des dates à l'étranger. Tu as participé au Fun Break à l'étranger. Tu es parti en Espagne. Tu as eu des dates en Espagne. Tu as été résident également du côté de Barcelone, si je ne me trompe pas. Alors, non. Alors, en fait, pour tout vous expliquer, j'ai été sollicité par une entreprise lyonnaise qui organise des séjours pour des étudiants, donc qui s'appelle Fun Break. Donc son patron, si on va dire ça, son fondateur, Maxime, Maxime, est venu me et m'a dit ouais, je veux absolument que tu rentres dans mon équipe. Je te veux dans mon équipe. Du coup, j'ai dit ouais, pourquoi pas. Et donc, il avait bien fêté son anniversaire, pour la petite histoire, et je me suis dit, il va jamais me rappeler, etc. Le lendemain, il m'a rappelé, il m'a dit, je me souviens exactement tout ce que je t'ai dit. Je veux vraiment. Et donc, j'ai dit, ok, pas de problème, on y va. Et j'ai commencé avec lui à l'été 2010. Donc, c'était pas les spring break, mais c'était parce que le spring break est à la période du mois d'avril, là. C'est en fait c'est ça, la définition du spring break. Et donc moi j'ai commencé avec lui travailler le mois d'août 2010 où j'ai couvert la saison avec lui l'été pour les étudiants parce qu'il avait un deal avec les hôtels et le Pacha pour offrir justement des séjours d'été aux étudiants. Et j'ai commencé comme ça. Il a été la personne qui m'a mis le pied à l'étrier dans la maison Pacha. Et donc du coup, il s'est avancé pour moi. Il a vraiment fait tout pour que je me retrouve aux manettes du Pacha La Pineda, qui est donc dans la province de Tarragone, qui est à côté de Salou. Et donc, c'est comme si vous disiez Lyon-Villeurbanne, voilà, en bord de mer. Et donc, j'ai commencé donc une petite aventure lors de cet été 2010 à Salou avec lui, où il m'a mis le pied à l'étrier par rapport au Pacha. Et donc, je faisais le séjour étudiant après, ça s'est enchaîné sur les années d'après, donc de 2010 à 2015, où j'ai fait mon dernier spring break au spring break 2015. Donc, ça a été mon dernier spring break là-bas. Et puis, de toute façon, le Pacha s'est arrêté aussi parce qu'on était dans une période de très, très grosses difficultés économiques en Espagne. Et il y avait des passages de main sur les concessions de la boîte. Et elle devait fermer, après non, après oui. Il y a eu un passage de main, ça s'est remis en route. C'était pas du tout les mêmes gérants et la même optique musicale et j'ai fait mon temps là-bas et j'en suis très fier et très honoré d'avoir pu participer à cette aventure qui était une grande aventure Fun Break et parallèlement le Pacha pour qui je travaillais après en direct avec ça faisait une triangulaire. Voilà, ce qui m'a ouvert les portes aussi du Pacha Londres, ce qui m'a aussi ouvert les portes du Ministry of Sound où j'ai mixé. J'ai mixé également dans d'autres lieux, notamment au Liban. J'ai représenté mon Disco Queen parce que mon acolyte Jeff Cortez, qui fait aussi des soirées disco et qui était le résident du Queen, maintenant fermé malheureusement, mais il était résident des Disco Queen et du coup il ne pouvait pas aller au Liban à faire cette première Disco Queen et donc il m'avait chargé de cet honneur de pouvoir faire cette première soirée Disco Queen là-bas au Liban. J'ai fait aussi j'ai fait quoi d'autre, l'Espagne, j'ai fait la Martinique, voilà, bon, j'ai eu une petite
petit parcours international assez sympa. J'ai mixé aussi en Angleterre, donc Pacha Londres, Ministry of Sound. J'ai fait aussi avec mon ami Nebat, on avait été faire une petite escapade à Southampton, c'était en 2009, je crois, dans un pub extraordinaire. Pub très anglais, mais à la déco très disco, où il mélangeait le live, le DJ, et puis c'était très très bon enfant. Et on avait, ça a été une partie de rigolade, mais extraordinaire, avec un ami que j'aimerais aussi féliciter. D'ailleurs, il fait partie des amis que j'ai pas eu au téléphone pendant ce confinement, mais que je regrette. C'est Benjamin Naman qui s'est exilé dans son pays natal, qui est Israël, à Tel Aviv. Et du coup, ouais, enfin, je voulais vraiment le saluer aussi parce que il a été au début avec moi sur l'aventure Sound Factory. Il était mon petit light jockey. D'accord. Donc, il a fait partie aussi des murs du début du sound. Et voilà. Et avec regret aussi, j'ai, pour revenir au sound et des personnes que j'ai pas appelées. Je lis un peu sur la question, mais c'est comme Tiger que j'ai pu aussi mettre le pied à l'étrier, qui a fait une super qui a débuté une super carrière en tant que DJ producteur, et là il se destine à une autre voie artistique, mais tout aussi qualitative, et qu'il représente beaucoup mieux que une représentation de DJ en festival. Il se porte plus sur la musique en tant que telle, de live, etc. Et je le considère vraiment comme mon gamin. C'est quelqu'un que j'ai appris à faire des choses, et il me le rend tous les jours parce que je me tourne vers lui quand j'ai un problème de séquenceur ou de production propre, pour revenir à mon métier. Donc, avant de revenir sur ce mot disco qui te colle à la peau finalement, parce que on va y revenir rapidement, parce que avant le confinement, tu étais encore dans des soirées disco qui drainent un maximum de monde, où il faut carrément rentrer sur papier, quoi. Si carrément, si t'es pas inscrit sur la liste, tu peux pas rentrer dans l'événement, tellement qu'il y a du monde, tellement que c'est demandé. On va y revenir dans un instant, mais parle-nous un petit peu comment tu es arrivé à la radio, sur Radio Scoop. La radio, ça a été en fait naturel parce que au début, il y a très très longtemps de ça, quand j'écoutais la radio parce que j'étais beaucoup trop jeune pour sortir en boîte, j'avais une dizaine d'années. J'écoutais tous les soirs, enfin en tout cas tous les week-ends, tous les soirs des week-ends, j'écoutais les premiers directs live et les émissions de clubbing comme Energy Club avec Dimitri, qu'on commence aujourd'hui que les gens découvrent avec Dimitri from Paris, mais c'est quelqu'un qui animait le samedi soir Energy Club à l'époque sur Energy. Donc je vous parle de ça, c'était 89, c'est fin des années 80, et en fait je voulais être DJ en radio à l'époque parce que en radio à l'époque les animateurs mettaient les disques avec les bandes ou les vinyles. Ils jouaient les disques en vinyle. On citait des animateurs, hein. Pascal Collet, qu'on salue, qui était un grand animateur de live, on peut le saluer. Hein. Il y avait aussi plein. Rémi qui tenait un magasin, qu'on va saluer aussi. Oui. Dans le monde de l'export. Hein. Rémi Mallet, bien sûr. Rémi Mallet, quelqu'un. Pascal Collet, qui a été aussi l'une des voix de la radio qui m'a donné envie de plonger dans cet univers. Mais effectivement, années 80, fin des années 80, je voulais être DJ en radio, et en fait, naturellement, en fait, un jour, quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir travailler en radio en tant que DJ, proposer la musique des clubs, mais à la radio, puisqu'il y a eu cette espèce d'inversement de phase à un moment, j'ai dit ouais, pourquoi pas. On a répondu à l'appel de Radio Espace, qui à l'époque avait été d'ailleurs porté projet par Yvan Mazoyer, qui avait mis ce projet en place avec des noms de DJ lyonnais que vous connaissez certainement, Sarah Costa, il y avait Tom Joe, il y avait Bouddha, enfin il y avait beaucoup de gens aussi de la radio qui étaient Radio Espace, et du coup le projet s'est un peu éteint après parce que manque de moyens, mais c'était pas un projet qui était porté forcément par la radio en tant qu'objectif principal. Donc moi, je me suis dit, j'aime bien qu'on me reconnaisse pour les choses qu'on veut faire. Donc du coup, je me suis porté vers
un ami de longue date qui est donc Renaud de Radio Scoop. Et je lui ai proposé de rentrer à la radio, sur Radio Scoop. Je lui ai dit, voilà, moi, ma vision des choses, ma musique. Je veux pas forcément proposer quelque chose qu'on écoute forcément quand on sort en club, voir ou écouter Victor Nova. Je veux proposer une musique qui me tient à cœur. Et en fait, aujourd'hui, je propose cette musique-là tous les dimanches, 22h minuit sur Radio Scoop, où là, j'invite aussi certains DJ à proposer de m'envoyer leur prod pour les aider à avoir une visibilité radio. Donc voilà, et puis c'est un peu naturel de. Enfin, moi, je pars du principe que c'est une espèce de boucle, la musique, et c'est une boucle naturelle en fait qui m'est revenue en pleine gueule en disant tiens, c'est mes débuts, je voulais faire ça, allons-y, faisons-le maintenant, j'ai l'occasion, donc je le fais. Est-ce qu'aujourd'hui, à 47 ans, tu es un homme épanoui? C'est-à-dire, est-ce que voilà, tout ce que tu nous as raconté depuis le début, est-ce que tu es épanoui? Est-ce que tu te sens, ou tu penses que tu dis, il manque un truc, est-ce qu'un jour, pourquoi pas la télévision? Est-ce que tu aimerais franchir quelques paliers? Est-ce que tu as encore envie d'aller… Alors, c'est une question qui est super intéressante et super difficile. Épanoui, oui, parce que j'ai accumulé beaucoup d'expérience en 30 ans de musique, mais par contre, j'ai forcément certains regrets parce que des choses où j'aurais pu aller plus vite et plus loin, je les ai pas faites. J'ai beaucoup de regrets divers et variés. Hein. J'ai eu des opportunités que j'ai pas saisies par crainte et parce que j'aime tenir ce que j'ai, parce que j'ai peut-être un côté aussi humilité et j'ai un côté aussi fils d'ouvrier qui fait que je sais ce que je tiens et je suis pas quelqu'un qui va tout risquer pour un coup de dé. C'est pour ça que j'ai eu souvent le reproche aussi, alors je sais, ça peut être légitime, j'ai eu souvent ce reproche où les gens me disent ouais, t'es pas assez présent sur les réseaux sociaux, tu fais pas Snapchat, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Je ne maîtrise pas. Donc, je ne vais pas aller inventer mon image que j'estime. Je ne vais pas aller vendre mon image au diable parce que c'est bien d'être sur Snapchat ou sur je sais pas quoi. Je suis pas du tout dans cette optique-là. Moi, ce que je veux proposer aux gens qui veulent me suivre et pour lesquels les gens me suivent, c'est de leur proposer ce que j'aime faire. Si les gens adhèrent, super, je suis content et je les en remercie parce que c'est ces gens-là qui vous font vivre. Et si ça adhère pas, j'essaie une autre formule, mais qui me correspond. Je vais jamais aller vendre mon âme au diable en disant tiens, je vais faire du hip-hop ou de la trance ou du rock ou du ce que vous voulez, du rap ou ce que vous voulez, alors que c'est pas moi du tout. Je ne vais pas proposer un programme que je ne maîtrise pas. Donc Et Victor, est-ce que tu regrettes du coup le fait que tu aies raté quelques opportunités depuis ces 30 ans de carrière? Ouais, c'est ce que je te disais, c'est qu'il y a certaines opportunités que j'ai pas voulu saisir ou que j'ai pas saisies, mais alors des fois à raison et puis d'autres fois à tort, mais après il vaut mieux avoir des remords plutôt que des regrets, donc j'ai été toujours dans le sens où la tête m'a dit tiens, fais plutôt ça parce que là c'est dangereux, donc du coup je me suis dit que finalement c'est peut-être mieux ainsi parce que ça aurait pu être ça aurait pu être pire, ça aurait pu s'arrêter à tout moment, quoi. Donc je continue, tant mieux, oui, mais pour répondre après et puis pour rebondir là-dessus, j'aimerais est-ce que le côté famille qui te tient à cœur, je sais que c'est le côté famille qui te tient vraiment à cœur, ta femme, tes enfants, est-ce que ça aussi, ça a pas fait pencher la balance du côté, voilà, du bon pour le tien, mais peut-être du mauvais pour ta carrière un peu, cette carrière-là, qui n'est pas terminée, hein, c'est 30 ans de… Alors, pour être tout à fait franc et honnête, il y a des périodes de votre vie où vous devez faire des choix. Donc, c'est des choix d'hommes, où vous décidez de faire une carrière solo, donc très égoïste, en allant, en faisant le tour du monde, et puis en retardant votre vie de famille, ou alors vous essayez d'allier les deux, l'utile à l'agréable, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais forcément, la vie de famille va forcément à un moment prendre le pas sur parce que les intérêts et puis les comment dire comment je pourrais dire ça les choix vous portent vers le fait que si vous voulez faire un enfant, faut l'élever, donc faut rester avec lui. C'est ça. Du coup, Victor, est-ce que dans tes projets, tu as envie d'en grimper un échelon, quelque chose que tu n'as pas encore atteint? Tu dis, voilà, bon là, je sais qu'aujourd'hui, lorsque tu te produis, je dis produit parce que pour moi, ça fait partie aussi de cette culture. Quand tu vas au petit salon, quand tu vas au hasard, c'est plein à craquer, c'est full.
Et parce que c'est le côté disco que tu as en toi, cette passion, ben voilà, et du coup, bah, tu te dis, peut-être que si ça fonctionne bien, est-ce que j'aimerais pas monter un palier? Est-ce que voilà, aujourd'hui, est-ce qu'on t'a proposé des projets à la télévision ou dans d'autres domaines? Est-ce que tu as eu des demandes? Alors, pour répondre à ta première question, qui est que quand on vient me voir et que je me produis sur la scène de tel ou tel club, c'est super, donc ça peut donner naissance à autre chose. Il faut savoir quand même que sur ces clubs que tu as cités et qui sont très pointus dans ce qu'ils proposent, c'est qu'il y a derrière un travail d'équipe. C'est-à-dire que la soirée V6 Disco au Petit Salon ou la Kitschissime au hasard sont pas à succès parce que c'est Victor Nova. Je contribue au succès de ça. Après, vous le faites durer ou vous le faites pas durer. Ça, c'est la première des choses. Mais tout le monde y gagne. En fait, c'est une espèce de gagnant-gagnant, en fait. C'est un deal gagnant-gagnant. On vous met un produit. C'est comme si demain, on vous dit, vous faites une Formule 1 avec une McLaren, une Ferrari, et puis je te fais faire un Grand Prix avec une Dacia. Attention, hein, ceux qui ont des Dacia, je dis ça, je pourrais prendre une Renault, une Peugeot, ce que vous voulez. Mais c'est pas péjoratif. Ma belle-sœur a une Dacia, donc j'ai pas envie de m'engueuler avec ma belle-sœur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on vous met à disposition une voiture de course. C'est pour faire une course. Vous comprenez ce que je dis? On vous met pas un vélo pour faire un Grand Prix de Formule 1. Sinon, ça sert à rien. Donc du coup, c'est un travail collectif et il faut savoir le rendre, ce travail. Donc j'essaye de le rendre au mieux que je peux. Ça fonctionne, donc c'est super. Bon, le Petit Salon, on rentre dans la 5e année là où on propose la V6 Disco qu'on avait lancée tout au départ. Donc pour l'histoire de la V6 Disco, c'est qu'au départ, je rebondis là-dessus sur un truc, c'est qu'on m'a beaucoup posé la question. La V6 Disco, c'est toi, c'est pas toi. En fait, c'est le travail d'un projet qu'on avait mis en commun à l'époque où j'étais encore, et ça s'appelait encore le Live, le Petit Salon. Oui. Et ils ont ressorti l'idée. Benjamin a ressorti l'idée à l'époque avec Brice dans le bureau, en disant voilà, et si on faisait une soirée qui soit complètement à l'inverse de ce qu'on nous proposait en termes de programmation musicale, parce qu'ils étaient partis sur cette programmation house, techno et très underground. Et ils ont dit le contrebalancement de cette soirée, je pense que ça peut vraiment cartonner. Donc du coup, moi à l'époque, j'étais pas dispo. Et j'ai dit, moi j'adhère à l'idée, en tout cas, je vais tout mettre en œuvre pour aider sur le projet. Donc on avait démarré ce projet-là. J'étais en vacances donc avec ma famille dans les Alpes-Maritimes à l'époque et il m'appelle plein mois d'août, je crois que c'était le 4 août, un truc comme ça. Il me dit trouve-moi un club, trouve-moi un DJ parce qu'on ouvre le club ce week-end et on fait une disco, on va essayer. Je dis moi les gars, je suis sur la côte, je peux pas venir. Je fais trouve-moi un mec. Et du coup, j'ai envoyé donc Bouddha. D'accord. On a fait le travail pendant 5-6 soirées, mais la fréquence des soirées était tous les 2 mois à l'époque. Donc voilà, et puis après, je suis revenu le principal acteur du projet qu'on avait démarré ensemble avec Benjamin et Brice, et puis on a continué ce projet. Après, il y a eu un changement ils ont opéré des changements de salle. Ils ont agrandi la salle, ils ont mis une scène, ils ont refait l'isolation, ils ont apporté beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui c'est une salle véritablement de spectacle et de production. Et aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Et puis voilà. Donc ça comme le hasard, mais le hasard c'est un format différent puisque c'est un format où on laisse plus parler le côté VIP de la chose parce que c'est un club à la dimension internationale en termes de exactement, international et futuriste. Hein. Ouais, c'est-à-dire que pour moi, alors futuriste, je suis pas trop d'accord avec ça, mais par rapport à ce qui se fait ailleurs, oui. Mais là où je suis pas tout à fait d'accord avec le terme futuriste, c'est qu'aujourd'hui, normalement, tous les clubs devraient être à l'image de ce que fait le hasard ou le Petit Salon, parce que c'est des clubs qui ont compris ce qu'il faut faire pour amuser et divertir les gens et ce qu'il faut proposer aux gens, parce qu'ils veulent autre chose que ce qui peut se passer dans une projet X, dans une villa. Au coin de ton lotissement, tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, je pense que la profession ne s'est pas renouvelée et ne propose pas. Et c'est ce qui a causé la chute
de toutes les discothèques de France, c'est qu'aujourd'hui, on ne travaille plus comme on travaille dans les années 90. Et je pense que ça, c'est un gros problème que beaucoup de clubs ont loupé à une période donnée, où il fallait prendre ce virage de l'investissement matériel qui, je le conçois, est très dur et pour les patrons, parce que manque d'investissement, trop de charges, etc. C'est lourd. Et du coup, je pense que eux sont vraiment dans le côté investissement, programme, etc. Artistique, hein, qu'il soit projet artistique booking ou projet artistique visuel, c'est-à-dire mur de LED, scène, etc. Qualité sonore pour pas agresser et pour protéger aussi les clients. Mais je pense qu'ils sont dans cette optique-là, les uns comme les autres là, les gros clubs, et c'est ce qui fait leur succès aujourd'hui, hein, parce qu'il faut pas rêver. Les codes aujourd'hui des clubs, c'est pour ça que ça a du bon, mais ça a du mauvais, mais ça a aussi surtout du bon, ce Covid. Alors je vais me faire quelques ennemis, mais ça va malheureusement purger le côté club à l'ancienne que j'adore. Mais malheureusement, les codes aujourd'hui, il faut plus consommer la nuit comme on l'a consommé dans les années 80. Victor, je vais revenir sur des informations de Caro qui nous dit, et si on réouvrait le club 54, tu signes? Ah, le studio 54, le studio 54, c'est mythique. Hein. On va saluer Stéphane également, qui est avec nous, Stéphane du Mix. Voilà, du Mix. Est-ce qu'on salue Stéphane? Un ancien de la nuit. Ils ont tous essayé de marquer, mais je ne peux pas répondre, les gars. Exactement, oui, forcément. Donc, on te salue, Stéphane, on t'embrasse. Merci en tout cas. Victor, pour terminer rapidement, il y a Louis également qui te donne un bonjour. Et Louis Fine, voilà, qui te dit salut. Louis, mon petit Louis, là, qui n'est pas un fromage, loin de là. Mon petit Louis, qui est une personne que j'ai connue dernièrement, il m'a appelé, m'a dit tiens, j'aimerais te booker sur Montélimar. Une très très belle rencontre qui a donné lieu justement à une production en collaboration qui devrait sortir là dans les prochains jours. On est en train de comme quoi, mais on est en train de négocier avec certains labels pour parce qu'on a eu des contacts avec des labels qui voulaient faire retravailler le track, mais c'était trop compliqué, donc on a laissé tomber. Et du coup, on est sur d'autres pistes pour signer le track sur un label qui va sortir bientôt. D'accord, donc, Victor. Voilà. Dans cette émission, c'est pas tout dit, 18h, 19h, qu'on retrouve chaque soir. D'ailleurs, je suis très content de t'avoir accueilli. On a fait vraiment le tour. Hein. On a fait le tour, on a parlé de ton expérience vraiment le long. On a évoqué également le confinement, le Covid-19, comment la rouverture pourrait éventuellement se passer. On a parlé de plein de choses, voilà, de la radio, de ton parcours également. Voilà, on a répondu également aux messages qui étaient donnés en direct d'ailleurs. Et on va saluer encore Louis. Il y a des gens de Rennes, il y a un peu de partout, de Dubaï qui nous regardaient ce soir. Et Victor, pour terminer un peu rapidement cette émission, ta plus belle fierté? Mes enfants. Tes enfants. Ton plus beau souvenir? Mon plus beau souvenir en tant que. En tant que 30 années de carrière de DJ. Dans ma carrière de DJ? Ouais, de DJ ou ouais. Est-ce que tu as un souvenir, quelque chose qui t'a marqué, qui te dit ça, je ne pourrais pas l'oublier, quoi. Toute ma vie, je l'aurai dans ma tête, quoi. C'est trop dur comme question, mais alors, mais bon, alors pour vous donner une petite anecdote, c'est Joachim Garraud, il note ce parc 5, il me fait ouvrir la main stage, il m'appelle, il me dit voilà, je te mets sur la main stage le samedi 5 septembre 2014 ou 2015. Il me dit 2014, il me dit tu vas ouvrir le festival. Je finis mon set. J'ai à peu près 7-8 000 personnes devant moi parce la main stage, vous savez, ils ouvrent les portes, enfin le portail de l'île là-bas à Rueil-Malmaison, là-bas où il fait le festival, à l'Inox Park, là. Et les gens se précipitent pour être au plus près de l'artiste devant. Donc, j'avais, au bout d'une demi-heure de set, j'avais 7, 8, 9 000 personnes devant moi. Et juste après mon set, il prend le micro et il dit bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai tenu à vous présenter Victor Nova qui a ouvert le festival. Vous n'aurez que des amis et que des gens qui représentent beaucoup pour moi. Et donc, un gars comme Joachim Garraud qui a lancé Guetta, qui a lancé des choses, qui vous présente comme ça sur son festival,
c'était une fierté incommensurable. Et j'ai eu d'autres trucs comme ça. Ouais, je suis sûr qu'il y a plein d'autres anecdotes. C'est magnifique, celle-ci. Tu vois, j'attendais une belle anecdote comme celle-ci, presque pour terminer cette émission. Et j'ai encore une question, Victor, rapidement, et avant de te remercier, bien évidemment. La question, c'est ton plus grand regret. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes sur ces 30 ans pour l'instant de carrière? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes vraiment? Est-ce que, par exemple, un jour, il y a un producteur qui t'a dit, Victor, je remets la Chine avec toi à la télévision, on fait un projet. Un exemple, hein, ça peut être. Je regrette quasi rien. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir peut-être plus me rapprocher à une certaine période des gens, effectivement, comme Joachim ou comme Chris, Bob Sinclair, où on avait parlé de choses et d'autres et qui laissaient entrevoir porte ouverte pour des collabs ou des choses. Et c'est peut-être ce côté-là qui m'a le plus manqué, que je regrette. C'est pas forcément si, c'est des petits regrets, mais c'est des choses où bon, après c'est des gens avec qui je reste en contact et que voilà, on discute du passé et qu'on s'entend bien, on a des contacts. Donc dans l'histoire, j'ai rien perdu, donc j'ai pas forcément de regrets, j'ai rien perdu. Donc, mais c'est peut-être un manque à gagner, mais c'est tout. Peut-être. En tout cas, merci vraiment, Victor, de ta franchise. Moi, j'étais très content de t'accueillir. Alors, on a même dépassé. On devait faire 1 heure pour vous dire. On pourrait continuer avec Victor et dialoguer et parler de son parcours, ses expériences. C'est tellement sympa. En tout cas, moi, j'ai vraiment, vraiment passé un agréable moment. Les gens aussi, également, sur le chat, ont été très contents. Je voulais encore remercier Bruno qui est venu faire cette petite surprise parce que j'avais mis ça en amont avec lui. Je voulais pas quand même que tu le saches. Donc, merci encore à Bruno alias Tom Joe. Ouais, et puis merci à toi encore, Victor, pour tout ce que tu nous as dit, pour ta franchise. Il y a eu zéro fil. Merci à toi. Ouais. Ouais, merci à toi. C'est franchement une super initiative que tu as pris là. Et je profite aussi de ce biais-là pour remercier tous les gens vraiment qui me suivent, tous ceux qui comptent, enfin qui m'envoient des petits messages, etc., avec qui régulièrement on s'est en contact. Je refuse jamais un contact. Je réponds toujours aussi vite que possible aux messages qui me sont envoyés. J'essaie aussi d'aider un maximum de jeunes dans des conseils à viser en général. Et puis je profite aussi de ce biais-là que tu as mis en place. D'ailleurs, que je te remercie de donner la parole à tous les acteurs de toute la culture ou pas confondus, en tout cas des gens qui véhiculent un message dans leur domaine respectif. Et je profite de ça pour. Il y a une pétition. Il y a une pétition qui circule sur le net en ce moment sur les gens de la nuit. Vous allez voir, j'ai dû la poster sur mon mur puisque j'ai adhéré à cette pétition. D'accord. C'est une pétition qu'on remplit pour les acteurs de la nuit qui nous permettent d'aller faire valoir nos objectifs dans les hautes sphères. Donc, viens dire bonjour à mon fils là. Axel, viens vite dire bonjour, Axel. Voilà, bonjour. Axel, c'est le rêve. En tout cas, j'espère qu'il va baigner lui aussi. Pourquoi pas hein, dans le son, hein, qui sait, on ne sait jamais, hein, mais ouais, c'est ce qu'il choisira ça. Hein. J'espère aussi. Donc voilà, je voulais remercier aussi surtout et encore toutes les personnes vraiment qui m'ont fait confiance pendant toute cette période de ma carrière, qui n'est vraiment pas finie. Pour répondre à ta question tout à l'heure, oui, j'aimerais aller un peu plus haut et pourquoi pas finir à la télé, pourquoi pas. Ça ferait partie effectivement des objectifs que j'aimerais atteindre. C'est pas un objectif premier, mais si on me le propose, pourquoi pas, ce sera avec joie d'essayer. Mais tiens, en live, je viens de recevoir un message de Joachim Garraud. Voilà. Ah ben voilà, comme quoi, hein, je vois comme quoi, c'est exactement, voilà, comme quoi, hein, c'est la beauté des choses. Donc voilà. Et puis j'aimerais quand même remercier tous les patrons de boîtes qui m'ont fait confiance, tous ceux qui me font confiance encore. Et je pense que c'est grâce à eux aujourd'hui si les Lyonnais, on va parler pour un public lyonnais, et tous les autres en France et en Europe et dans le monde, aujourd'hui, s'ils peuvent avoir des loisirs nocturnes, c'est grâce à ces gens-là qui mettent leur vie, pour certains leur passion, d'autres choses, mais qui font que les gens s'amusent. Et je veux justement cette pétition qui est là pour
apporter à ces gens-là le fait de pouvoir continuer nos métiers dans la culture. Alors, pour ceux qui nous regardent, cette émission elle sera rediffusée bien évidemment en replay sur Facebook, sur également YouTube. En tout cas, je ne sais pas s'ils vont rester 1h30 à m'écouter, toi et moi, mais ça fait 1h30 qu'on cause. Hein. Alors, moi, je vais dire à tous les disques jockeys déjà de bien regarder cette émission jusqu'au bout. Pour ceux qui veulent te découvrir, eh bien, regardez bien l'émission jusqu'au bout. Vous allez apprendre vraiment là à vraiment découvrir Victor Nova sur toutes ses facettes. Vraiment sur toutes les facettes. Il rebondit aussi sur des sujets d'actualité. Donc, restez bien avec nous, regardez bien l'émission jusqu'au bout. Victor, je voulais quand même te remercier. Je trouve que tu es quand même une belle personne. Tu as une âme qui est vraiment qui est unique et tu as une sensibilité aussi qui est la tienne. Et je trouve aussi que voilà, tu es d'une humilité qui ne ferait pas lire plein d'autres DJ qui feraient parfois bien aussi de remettre les pieds sur terre parfois et de lever la tête et de voir un peu ce qu'ils ont à côté de nous. Tous les DJ aussi stars ou pas qu'ils soient, ils sont tous gentils au fond. Après, il y a une espèce de défaut qu'on a, artiste, donc DJ ou pas, hein. Mais les artistes en général, il y a un gros défaut, c'est l'ego. Et quand l'ego passe par-dessus l'humain, c'est là où on trouve les défauts aux gens. Mais après, la majeure partie de mes confrères, même si on est concurrents, ça reste toujours gentil. Et puis c'est là où il faut voir à ne pas dépasser faut toujours être un peu borderline, mais faut toujours aider les personnes que vous pouvez aider dans les temps, parce que vous pouvez aussi peut-être un jour vous avoir besoin des autres. Donc, ceux qui veulent te contacter, Facebook, Twitter, Instagram, c'est très simple, hein, il n'y a pas d'autre code. Victor Nova, vous tapez ça. Et pour tout ce qui est booking, vous voulez faire venir Victor, c'est spécialiste, hein, voilà, ben, n'hésitez pas. Il y a son mail qui passe, info@victornova.com. Vous avez toutes les infos dans cette émission. Merci. Victor, je te remercie encore une fois de plus. Merci à toi. Je te souhaite une bonne fin de confinement et j'espère qu'on a l'occasion très rapidement pour les auditeurs et les gens qui te suivent et qui aiment ta musique et qui aiment ta personne, de te retrouver rapidement dans les clubs et à la radio également tous les dimanches soirs sur Radio Scoop, bien évidemment, dans ton émission quotidienne tous les dimanches soirs, de retrouver toute ton actualité. Ouais, ben c'est cool. Merci pour tout. Et puis, je salue tout le monde. Un gros bisou à tout le monde. Et puis, portez-vous bien. Et puis, en off, on termine cette émission. Merci à toi. Et à très bientôt, en tout cas. Merci, Victor. Ouais, Victor est avec nous en direct. Merci, Victor. Merci. Pour, live. Merci à vous tous. Et puis, restez avec nous. Victor revient dans un instant, bien évidemment, pour continuer cette émission. Merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Demain soir, on reçoit une infirmière. On va parler, bien évidemment, de son expérience d'infirmière avec ce Covid. Et on va surtout la mettre en avant. Voilà, ce métier d'infirmière qu'on a tant laissé de côté. Et bien, on va faire en sorte de la mettre en avant demain soir. Alors, merci à vous tous. Rendez-vous demain, 18h, 19h, avec Aurore, infirmière qui va nous parler de son métier. Merci encore à Victor Nova qui était notre invité ce soir en direct et en live. Merci à vous tous. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à très bientôt. N'oubliez pas d'aller liker la page. On ne s'est pas tout dit. Victor Nova, invité avec nous ce soir. Merci.